Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo qui fête un anniversaire, le mien. Et du coup j'ai envie de vous offrir un petit cadeau. Aujourd'hui en cette date du 17 novembre 2023, j'ai 25 ans. 25 ans, un quart de siècle. Et je pense que vous l'avez compris avec cette chaîne, j'aime le cinéma. Je ne vais pas dire que je l'aime depuis 25 ans étant donné que quand j'étais tout bébé je regardais pas, mais je l'aime depuis très longtemps. Et c'est pour ça que j'avais envie de vous parler de 26 films. Alors pourquoi parler de 26 films alors que je fête mes 25 ans? Parce que je vais vous parler d'un film par année d'existence. Et que ma première année de vie, j'avais 0 ans. Techniquement, j'entre dans ma 26e année de vie, donc 26 films. Oui, je sais que pour ceux qui n'aiment pas trop les maths, c'est pas forcément logique, mais croyez-moi, il y aura 26 films. Et on va commencer tout de suite avec l'année 1998, donc magnifique année où je suis né. En 1998, le cinéma français sort l'un des films que je préfère, Le Dîner de Con. Tout simplement parce que c'est le seul film français comique qui me fait rire à chaque visionnage. J'ai beau connaître les blagues par cœur, je rigole encore et encore et encore. Il y a d'autres films français comiques que j'adore vraiment, mais Le Dîner de Con a ce petit plus qui fait que, ok, je me laisse, je sais que je vais rire. Même si je suis dans un mauvais mood, je vais rire avec Le Dîner de Con. Et c'est cool. Alors que ma pièce de théâtre préférée, qui a été adaptée en film, Le Prénom, et ben, plus je la regarde, moins je ris. Je l'apprécie toujours autant, mais je ris moins. En 1999 est sortie la suite de Anastasia. Anastasia qui est un classique pour beaucoup d'entre vous, mais pas forcément pour moi. J'apprécie ce film, mais j'apprécie surtout sa suite, à savoir Bartok le Magnifique. C'est une suite directe en vidéo, elle n'est pas sortie au cinéma, et c'est un petit film qui peut être vu comme mauvais pour certains, mais il a une ambiance qui a marché sur le petit Kael. Une ambiance qui fait que j'adore ce film. J'adore voir ce héros survitaminé qui va essayer de tout faire pour vaincre des ennemis qui sont plus forts que lui. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est nickel pour moi. De plus, sa chanson d'ouverture, je l'adore. Ça a été l'une des premières chansons que j'ai mis sur mon MP3 à l'époque. C'est dire à quel point je l'aime. Pour les années 2000, nous allons parler d'un Disney, à savoir Kuzco. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire si ce n'est que ce film est super drôle. Et si ma vie est beaucoup centrée sur le cinéma, elle est aussi beaucoup centrée sur l'humour. Pour moi, je n'arrive pas à m'imaginer une journée sans que je n'ai de l'humour. C'est vraiment quelque chose qui fait partie de ma personnalité et Kuzco marche très bien avec ça. C'est un film où le scénario est peut-être pas forcément nickel, mais où tu ris tellement, les répliques sont cultes, le film est survitaminé, bref, l'un des meilleurs films des années 2000 chez Disney. Nous passons à un nouveau millénaire avec l'année 2001 et on va parler du voyage de Chihiro. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, à savoir dans les premières vidéos sur tous les Ghibli. J'en ai parlé dans les 50 films avant la fin 2023. Mais on va en reparler encore une fois parce que je n'aime pas ce film. Alors pourquoi j'en parle? Parce que je voulais parler de 26 films qui m'ont marqué. Et mine de rien, Le Voyage de Chihiro rentre dans cette description. Tellement de fois petit, j'ai voulu voir ce film. Mais la scène des parents qui se transforment en porc, oh mon Dieu, elle est horrible. Elle m'a à chaque fois sorti du visionnage. Si bien que le début du film, je le connais bien, mais j'ai toujours du mal à voir la suite. C'est vraiment une épreuve pour moi. C'est comme on regardait Blanche-Neige en fait. J'adore le début, mais à partir de la transformation effrayante, j'ai du mal à avancer. Je le fais, mais j'ai toujours du mal, même à mon âge. 2002 arrive et on va maintenant parler d'un des meilleurs films comiques français pour beaucoup de gens, Astérix Mission Cléopâtre. Le revoir au cinéma cette année était une joie incommensurable. Et j'ai pas grand chose à rajouter parce que il est juste génial comme film. Et pour le coup, il m'a marqué parce que c'est l'un des tout premiers films qu'on m'a prêté. J'étais chez ma nourrice et son mari me l'a prêté. Il m'a dit regarde, tu vas aimer. Et j'ai adoré. Honnêtement, s'il n'y avait plus, j'aurais regardé le DVD, mais c'est pour moi un des premiers films qui m'a vraiment marqué. Donc, pour que ce film me marque autant en étant aussi petit, c'est qu'il a un petit truc en plus. Passons maintenant à l'année 2003 avec Simbad et la légende de cette mer. C'est un film d'animation vraiment trop sous-coté. Il est génial. Ne serait-ce que par sa méchante. Alors on a pu animer qui en a fait une petite vidéo dessus, qui est géniale, mais j'ai envie de parler de ce que moi je ressens. Parce que Iris, déesse de la discorde, a un design mais genre incroyable. Elle peut être partout, elle a des volutes de fumée, elle a des tentacules. C'est un melting pot de
tout ce qui est génial dans l'animation. Elle a son monde qu'à elle, un monde où elle domine le reste. Elle peut créer des monstres, les envoyer sur Terre, mais elle peut aussi prendre possession des gens, bref, incroyable. Ce film était chez mes grands-parents et je l'ai regardé tellement de fois, je l'adore. Mais après cette vidéo, c'est que des films qui m'ont marqué, donc globalement, je vais beaucoup les adorer, sauf Chihiro bien sûr. En 2004 sort le tout premier film de super-héros que j'ai vu, Les Indestructibles. Ah, Pixar, il fallait bien que j'en parle un peu. J'adore ce film. Il y a quelques semaines, j'ai fait un tournoi des films Disney avec Mayolek. Il allait très loin et j'étais super fier parce que Les Indestructibles, ils défoncent la plupart des films de super-héros actuels ou même passés. Et je pense sincèrement que pour moi, les meilleurs films de super-héros, c'était dans les années 2000. C'est aussi là qu'on pouvait avoir les pires, hein, pour certains. Mais quand on a été bercé avec les X-Men, Spider-Man et les Indestructibles, excusez-moi, mais je considère que j'ai eu beaucoup de chance pour ça. Nous sommes maintenant en 2005, j'ai 6 ans, et on va parler de Charlie et la chocolaterie. Je me souviens encore, un jour je suis allé avec ma mère dans un magasin. Il y avait le DVD du film. Je l'ai acheté. Et je l'ai gardé avec moi toute la journée. Je me souviens d'être allé dans une boulangerie avec ce DVD avec moi. Parce que j'avais qu'une seule hâte, c'était de le montrer à mon père qui n'avait pas vu. Parce que ce film est incroyable. Pour moi, c'est le meilleur Tim Burton. Beaucoup ne vont pas penser ça, mais pour moi, c'est juste le meilleur. Il est parfait en tout point. Il est angoissant, mais pas trop. Il est drôle, mais pas trop. Il a une histoire sérieuse, mais pas trop. Il a tout, mais pas trop. C'est un parfait dosage. La recette, parfaite. Et l'année d'après, 2006, nous avons un film d'animation avec pareil, le parfait dosage. Un film de Michel Oslo, Azur et Asmar. J'adore ce film. Je sais pas si ça se voit, je pense que j'ai des étoiles dans les yeux en parlant, mais pour moi, c'est peut-être le meilleur film d'animation français qui existe. Je dis ça, je les ai pas tous vus évidemment, mais Michel Oslo est tellement un auteur à part, avec un style à lui, que tu sais tout de suite que c'est lui qui va faire un film. Et j'adorais pouvoir parler avec lui, pouvoir parler de ce film qui est juste incroyable. Il parle du racisme à une époque où je ne savais même pas que le racisme existait. Je pense que montrer ce film, montrer l'ouverture d'esprit qu'il faut avoir, c'est excellent. On a des couleurs chatoyantes, on a des personnages marquants, on a une VF mais sublime. Sincèrement. Est-ce que vous pouvez me trouver une meilleure version originale française pour un film animé? Je pense pas. C'est juste nickel. Ce film montre que le racisme est aussi présent d'un côté que de l'autre de l'océan. On voit ce que les superstitions et les a priori font. On voit aussi une histoire où tous les éléments arrivent petit à petit. Est-ce que c'est réel? Est-ce que c'est magique? C'est que du magique? C'est que du réel? On n'en sait rien, c'est juste magnifique. Et la fin, mais la fin, après les 2 portes, mais là, mais c'est une explosion. Tout ce qui était génial dans ce film redevient encore plus génial. Sincèrement, j'adore ce film. Si vous ne l'avez pas vu, allez-y, il vaut vraiment le coup. Et on passe à 2007 maintenant. Bon, 2007, on va aller très vite. Je vais juste dire le nom du film et vous saurez tout de suite ce que j'en pense parce que j'en parle tout le temps. Le secret de Teravitia. Mon film préféré, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en dire plus. Je suis sorti du cinéma avec un surplus d'émotions que ce que je pouvais ressentir à l'époque. Donc bravo à ce film. Et ben, je vous encourage à voir toutes mes vidéos sur le secret de Teravitia. Il y en a une par an, mais ça me tient à cœur. Bref, 2008 maintenant. Une fois de plus, on repart sur un film français et comique, à savoir Bienvenue chez les Ch'tis. Il faut savoir que toute ma famille est originaire du Nord-Pas-de-Calais. Donc la culture ch'ti, je la connais. Mes parents, des fois, m'engueulent en ch'ti. Je pense qu'on peut mieux comprendre pourquoi j'ai un certain attachement envers ce film. Certes, il va parfois un peu loin dans son exagération, mais je trouve que l'humour marche très bien. Et c'est grâce à ce film où vraiment je me suis dit, ok, je suis fier d'être ch'ti. Avant, j'en avais même pas conscience. Maintenant, je me dis, ok, je suis fier, je suis ch'ti. C'est cool d'être ch'ti. C'est cool de connaître sa région, d'y appartenir et d'en être fier. Moi, c'est le nord de la France.
Et ça peut être l'Est, l'Ouest, Paris, la Corse, le Sud, je sais pas. Il faut être fier de ces régions. Et je trouve que Bienvenue chez Ch'ti, c'est le premier qui montre ça avec une vraie sincérité. En 2009, je suis fan d'une série de Disney Channel, Les Sorciers de Waverly Place. Et ils annoncent un film. Bah je vais le voir. Et encore une fois, j'ai adoré. C'est fou de voir à quel point un film qui au final ne sert à rien dans la série peut te faire autant de bien. Et je me souviens même avoir reçu le DVD en cadeau de Noël par ma marraine. Je la remercie encore une fois. Ça fait longtemps, elle s'en souvient peut-être plus. Mais j'adore ce film. Parce que tu vois tous les héros du petit écran dans une aventure plus grande qu'eux, mieux filmée. Et tu te dis, waouh, excellent. En plus, il y a la VF de Donald Renew, donc c'est forcément un bon film. Mais ouais, je trouvais qu'à l'époque, c'était une excellente conclusion à la série. Alors qu'il reste encore 2 saisons. Et 2 saisons dantesques. Faudrait vraiment que j'en reparle des Sorciers de Waverly Place. On termine les années 2000 avec l'année 2010 et Percy Jackson est le voleur de foudre. Depuis tout petit, j'adore la mythologie grecque. Mais la voir adaptée sur le grand écran à l'époque actuelle, mes yeux brillaient dans le cinéma. Ils brillaient plus que le projecteur. J'étais vraiment dans le film. Il est mauvais, oui, mais voir Zeus, Poséidon, Hadès, le vrai Hadès, dans un film hollywoodien, que demander de plus? Surtout, c'est le genre de film que ma mère n'aime pas. Mais elle est venue avec moi cette fois-ci. Et, mine de rien, ça prend de l'importance dans mon petit cœur. Après, j'ai lu les livres. Après, j'ai vu le deuxième film. J'ai compris tous les défauts du premier et surtout du deuxième film. Mais tu te dis, ouais, le film a quand même des qualités. Il te donne envie de regarder. Donc oui, Percy Jackson et le voleur de foudre, ça a beau être un mauvais film, ça m'a marqué. On entame donc les années 2010 avec Tintin et le secret de la licorne. Et oui, le film de Steven Spielberg. Quand j'étais petit, j'adorais lire les BD, que ce soit Astérix, Les Profs ou Tintin. Et voir Tintin en 3D sur grand écran, oh punaise, excellent. Déjà, je trouve que le style graphique rend entièrement hommage à l'œuvre de Hergé. Et surtout, ils adaptent mes albums préférés. On a Le Crabe aux Pinces d'Or, Le secret de la licorne, et il manquait juste les cigares du pharaon, et j'avais la panoplie complète. Et c'est génial de voir un héros de BD s'incarner en grand écran. Et il s'incarne pas en 2D comme certains films, il s'incarne pas avec des vrais acteurs comme d'autres, il s'incarne en 3D. C'est une version différente, mais t'y crois quand même, t'as envie de le suivre. Et juste pour les angles de caméra de certains plans, tu te dis, waouh, exceptionnel. Donc oui, quand j'étais dans la salle, j'étais vraiment scotché à mon siège, et j'avais qu'une seule envie, c'était de le revoir, ou de voir la suite. Il n'y a pas eu de suite. Ça arrive. Par contre, vous savez quel film a eu une suite? Celui de 2012, Star 80. Bon, pour le coup, je vais pas parler de la suite qui est juste médiocre, mais le premier Star 80, c'est un petit bonbon. Je ne suis pas né dans les années 80, je pense que vous l'avez compris, vu qu'on a commencé dans les années 98, mais j'adore toutes les musiques des années 80. C'est l'époque de mes parents, et quand on est petit, les parents mettent des musiques de leur époque. C'est la nostalgie, c'est sûr, mais j'adore cette vibe. Et pour le coup, le film marche très bien. Surtout que quelques mois auparavant, j'ai vu la tournée Star 80, celle qui a été adaptée dans le film. Donc, j'étais vraiment content. Déjà, j'ai pu mettre certains noms sur des musiques, chose que je n'avais pas encore fait jusqu'à maintenant. J'ai pu en découvrir d'autres que malheureusement je ne connaissais pas et qui maintenant sont parmi mes musiques préférées. Parce que ce film, il est juste honnête. On peut lui trouver des défauts, c'est sûr, mais on sent qu'il a envie de s'éclater avec de la bonne vieille musique. Il s'éclate avec de la bonne vieille musique. De plus, avoir des chanteurs qui ont autant d'autodérision, c'est génial. Bref, en sortant de la salle, j'ai pu en parler pendant longtemps avec mes parents. Un excellent moment. Et un autre excellent moment, c'était en 2013 avec Les Profs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, j'adore cette BD. Donc quand il l'adapte au cinéma, il fallait absolument que j'aille le voir. Et j'adore Les Profs. J'ai fait un le bon point pour le défendre. Parce que pour moi, il adapte parfaitement la BD. Il reprend des gags qui sont dans la BD, certes, mais aussi des archétypes de la BD pour créer de nouveaux gags. Et mine de rien, ça marche très bien. On a un nouvel univers, on a une nouvelle bande dessinée devant nous. Et une bande dessinée drôle au début, mais avec une vraie histoire ensuite. Une histoire toujours drôle, c'est sûr, mais mine de rien, on n'a pas beaucoup d'histoires dans les BD des profs. Honnêtement, je pense qu'il y a 3-4 histoires vraiment suivies, alors que le film, voilà, il nous en offre une seule, avec une échéance, du début à la fin, et on y croit.
Et pour le coup, même si on a du Kev Adams qui fait du Kev Adams, bah moi j'apprécie ce Kev Adams. Parce qu'il va bien avec le rôle de Boulard dans le film. Donc oui, encore une comédie française que j'adule. Mais bon, c'est mon cinéma, c'est les films qui m'ont marqué. D'ailleurs, en parlant de films qui m'ont marqué, on va parler de Into the Wood. Into the Wood que je n'ai pas vu au cinéma, et que je n'ai pas non plus vu en DVD. Je n'ai pas non plus vu sur mon ordi. Je l'ai vu en avion. Je ne sais plus pour quel voyage on allait voir ce film, mais il était disponible en avion. Je me suis dit, bah, nickel, j'ai de quoi regarder, et ben j'ai adoré. On a des écrans de piètre qualité avec un son qui peut saturer ou s'enlever à n'importe quel moment, mais j'ai adoré encore une fois. Du coup, quelques années plus tard, je me suis revu quand même dans de bonnes conditions, mais toujours pareil. Je trouve que ce melting pot de contes de fées avec une ambiance un peu comédie musicale, mais aussi un peu horrifique au fond, ça marche du feu de Dieu. Je pense que c'est l'un des films les moins connus de cette liste, bah, je vous le conseille fortement. On a tout ce que j'aime dans les contes de fées, tout ce que j'aime dans les comédies musicales, bref, encore un bon film. Dites, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de film d'animation. Allez-y, dessinez-moi un film d'animation. Ou plutôt, parlons du Petit Prince. Je pense que Le Petit Prince est mon livre préféré. Il est d'une simplicité enfantine, mais il dégage tellement d'émotions, c'est juste incroyable. Et un film, Le Petit Prince, qui sort, j'avais qu'une seule envie, le voir. Et j'ai été hyper surpris de voir qu'au début on ne parlait pas du Petit Prince. On en parlait, mais petit à petit, c'était pas l'histoire du Petit Prince, c'est on raconte l'histoire du Petit Prince. Il y a une petite nuance, mais elle est très importante. Et le fait de découvrir cette histoire d'une nouvelle manière, avec la voix d'André Dussolier, qui est un acteur français, mais genre mythique, ça fait quelque chose. Et la suite du film, quand on connaît enfin l'histoire du Petit Prince, et quand on veut savoir ce qui lui est arrivé, tu te dis, mais oui, totalement, c'est ça la suite du livre, c'est ça qu'on aurait pu nous raconter. Franchement, je sais pas ce qu'en aurait pensé Antoine de Saint-Exupéry, mais pour moi, il aurait être très fier de cette adaptation, qui est, encore une fois, un des meilleurs films animés français. Et ça montre encore une fois que l'animation est un médium extraordinaire, que le cinéma français a des choses à proposer, et que vous devez voir les films français en animation, ou que des films français, ou que des films d'animation si vous voulez, mais vous devez laisser ces chances. C'est peut-être pour ça que ça m'a plus marqué, parce qu'on les critique beaucoup aujourd'hui, mais pour moi, c'est vraiment des films qui m'ont marqué, juste de par leur beauté, de par leur sincérité. Et Le Petit Prince regorge de sincérité par rapport à l'œuvre initiale. Un autre film d'animation qui regorge de sincérité, en 2016, Tous en scène. Et celui-là, il est vraiment particulier pour moi, parce que c'est le tout premier film que j'ai critiqué. C'est pas pour rien que j'avais laissé Tous en scène pour la 100e review short. Il y avait vraiment un côté symbolique pour moi. La toute première review short, c'était sur Tous en scène 2, la 100e sur Tous en scène, mais en même temps, c'était un rappel de ma toute première critique ciné. Je l'avais fait pour aller dans un stage, il m'avait pas pris, mais je me suis rendu compte qu'il y avait tellement de choses à dire sur les films qu'un film c'était pas juste des images qui bougent avec une histoire, non, il y a souvent au-delà. Et si tu comprends ce au-delà, si tu comprends pourquoi tu regardes le film, pourquoi tu aimes le film, c'est là que t'as gagné. Et je pense sincèrement qu'avec Tous en scène, j'ai gagné. J'ai gagné une magnifique histoire avec de magnifiques couleurs, de magnifiques chansons qui existent certes dans la vraie vie, mais qui s'intègrent parfaitement au métrage, ce qui n'est pas toujours le cas. Et c'est pour ça que pour moi, ce film excellent m'a vraiment marqué à la fois dans ma vie et dans mon cœur. Et donc on parlait de comédie musicale, passons maintenant à 2017 avec Coexister. Encore un film français que je vous conseille fortement. Alors à l'époque, j'étais surtout allé le voir par rapport à Guillaume de Tonquédec que j'adore. Maintenant, on pourrait facilement le revoir, ne serait-ce que pour voir Jonathan Cohen. Ces deux-là, plus Ramzy Bedia, plus Fabrice Eboué, plus Audrey Lamy, mais on a un mélange détonnant. J'adore ce genre de film qui se moque un peu des religions, mais qui montre aussi qu'elles sont complémentaires. Et surtout, qu'il ne faut pas se détester les uns des autres. Il faut de la tolérance, il faut coexister. C'est vraiment tout simple le message du film. Mais ça passe tellement bien, avec des personnages tellement attachants, et des musiques mais tellement bien composées, que je suis vraiment déçu que ce film n'ait jamais eu le droit à une suite. Il aurait pu raconter tellement de choses intéressantes, mais non, c'est pas le cas. Bref, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille fortement. C'est une ode à la tolérance et avec un humour nickel. Pour l'année 2018, il faut savoir que c'est l'année où j'avais ouvert un blog
deux critiques qui s'appelaient La Salle Obscure, comme l'ancien nom de la chaîne pour ceux qui s'en souviennent. Et à la fin de l'année 2018, je m'étais posé une simple question: quel a été le meilleur film que j'ai vu? Pour moi, c'était Spider-Man Into the Spider-Verse. Mais je ne vais pas parler de lui parce que je vais parler de Ready Player One. Sa critique a été l'une des critiques les plus intéressantes qui m'ait été donnée d'écrire. Tout simplement parce que j'ai voulu l'écrire comme un jeu vidéo. Parce que le film parle de jeux vidéo. Et que ce film m'avait tellement hypé dans son univers que je ne pouvais pas en faire autrement. Pour moi, c'est le meilleur film de Steven Spielberg parce qu'il regroupe tout ce qu'il fait de mieux. Depuis le début de sa carrière jusqu'à ce film. Et honnêtement, je pense que mon seul vrai regret par rapport à ce film, c'est de ne pas avoir pu le voir en 3D parce que ça aurait été magnifique. Revenons maintenant au film de super-héros avec un film de 2019, Avengers Endgame. Après le snap de Thanos il y a 5 ans, nous voilà en 2023, Tony Stark est mort, et moi, je vous parle de ce film qui m'a vraiment marqué. Je voyais tous les défauts pendant le visionnage, mais j'étais juste, waouh, c'est le film de super-héros ultime. Il te donne tout ce que tu as envie de voir, et il le fait bien. Avec des défauts, oui, mais il le fait bien. Sincèrement, je pense qu'au cours du visionnage, tout le monde a apprécié au moins une séquence de Endgame. Et ça se comprend parce que oui, c'est du fanservice pendant longtemps, mais c'est du fanservice qui marche bien. Et ça a marché sur moi. Parlons maintenant de l'année 2020, avec un type de film dont je parle pas souvent, les films de sport. À savoir Une Belle Équipe, qui est un film sur le foot, qui est un sport que je n'aime pas trop. Mais je sais pas pourquoi, j'adore les films qui parlent des équipes féminines de foot. Je trouve que ça montre le bon côté de ce sport que vraiment j'ai du mal à apprécier. Et surtout quand je l'ai vu, il m'a rappelé une période de ma vie où j'ai organisé moi-même une avant-première pour un club de foot. Il y avait le film Comme des garçons qui sortait et comme ce club de foot était vraiment axé sur le football féminin, on a créé une avant-première autour de ce film. Et le film Une Belle Équipe et Comme des garçons sont vraiment de très bons films sur le football féminin. Je vous les recommande. Et je recommanderai pas souvent des films de sport, croyez-moi. 2021 maintenant et on parle de Kaamelott. Et oui, Kaamelott, la série phénomène des années 2000, qui sort au cinéma en 2021, qui est bien, bravo. Et quand je suis sorti de ce film, j'avais qu'une seule envie, c'était de faire sa critique le plus rapidement possible. Je me la suis écrite mentalement en voiture pour la tourner, pour la sortir sur la chaîne le lendemain à la première heure, étant donné que j'avais pu voir le film en avant-première. Et en soi, je comprends tous les défauts qu'on inculque à ce film, mais sa première expérience de visionnage était vraiment marquante pour moi, et je m'en souviendrai toute ma vie. On approche du terme de cette vidéo avec 2022 et le film Coupé. Ce film a été le tout premier film que je suis allé voir où j'étais seul dans la salle. J'étais tellement seul que j'ai changé 3 ou 4 fois de place selon ce que j'avais envie de voir du film. Sincèrement, expérience incroyable. Je vous la recommande au moins une fois dans votre vie. Mais si on parle du film, j'adore son concept de un plan séquence au début, il n'y a rien qui a l'air d'aller. On nous explique pourquoi à la fin. Voilà, c'est ça le film. Et si vous ne l'avez pas vu, bah allez voir. Et moi je pense que je vais pas tarder à voir l'original, parce que oui, Coupé et le remake de Ne coupez pas. Il se peut que des fois je confonde les titres, mais voilà, sachez-le, c'est un remake et c'est un bon remake. Et on termine enfin cette vidéo avec l'année 2020, avec Le Château Solitaire dans le Miroir. Alors l'année n'est pas finie, il y a peut-être encore des films qui vont peut-être me surprendre. Mais pour l'instant, c'est le meilleur film que j'ai vu. J'en ai fait toute une vidéo pour expliquer pourquoi il était marquant pour moi. Et ben je la mets en fiche, je la mets en description aussi. Parce que vous devez aller voir Le Château Solitaire dans le Miroir. Il passe peut-être plus au cinéma, mais vous devez l'acheter en DVD, vous devez le voir d'une quelconque manière. Parce que ce film parle vraiment d'un sujet important et il en parle bien. Il en parle correctement. Il en parle. Et c'est important, vraiment. Mais bon, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo dédiée. Et moi, je termine cette vidéo. Je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo. Je vous remercie d'avoir été là le jour de mon anniversaire, ça me fait très plaisir. Même si vous ne le saviez pas à la base, mais maintenant vous le savez. Et globalement, j'aimerais juste terminer par une phrase que dit régulièrement un de mes cousins. Vive la comédie et vive le cinéma! Merci à tous les tipeurs et membres de la chaîne, votre solidarité fait vraiment plaisir, merci.